Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous arrivez à l'instant pour suivre cette édition spéciale consacrée au changement en cours, le CFA qui va devenir l'écho. L'annonce a été faite samedi à Abidjan par les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Nous allons donc vous servir ce débat en nous posant un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui va changer? Changement de nom ou changement de fond? Quels sont les défis et enjeux des réformes annoncées? Quelles perspectives? L'intitulé de notre édition spéciale parle de lui-même. Nos invités, Hawaba à ma gauche, sociologue et directrice exécutive de Siwa, Sénégal, Chérif Salif Si, à ma droite, qui est économiste, et puis à ma gauche, Ibrahim Madia, sociologue qui a travaillé sur l'évaluation de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO. Nous attendons l'économiste statisticien Moubarak Lo qui est en route et Adama Diaw, économiste et membre de la commission monétaire de la BCEAO qui va intervenir au téléphone, comme il y aura aussi d'autres réactions au cours de ce débat important sur l'avenir de nos pays, les pays de l'UEMOA, mais aussi de la CEDEAO. Et on verra également au cours de ce débat si les pays de la zone franc du côté de la CEMAC sont concernés par les réformes annoncées. Nous allons donc lancer ce débat avec la synthèse des différentes déclarations de nos chefs d'État, trois d'entre eux, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin, parlant du CFA et de l'ECO. C'est une synthèse signée Cheikh Hassana Fall. En 2019, le franc CFA aura suscité beaucoup de polémiques entre les chefs d'État de la zone UEMOA. Tout commence avec le président béninois Patrice Talon, invité par nos confrères de France Média Monde. Il leur confie qu'il est temps pour l'Afrique de rapatrier les réserves de change du franc CFA qui se trouvent en France pour des questions de souveraineté. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle psychologiquement par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie. Il n'est pas bien que ce modèle continue. Parce que c'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie, à un pays, est un élément important de la valeur de la monnaie. Mais je peux vous dire que c'est déjà acté, c'est déjà la volonté de tout le monde, ça va se faire. Un avis en déphasage avec celui de Alassane Dramane Ouattara, l'économiste et ancien gouverneur de la BCEAO, pour qui, si les pays de l'Union sont aussi stables, le franc CFA y est amplement pour quelque chose. Le problème de la devise, vous devez plutôt nous féliciter d'être arrivés à l'euro. Le fait que nous sommes arrivés à l'euro, si nous empruntons des euros, et le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%, le taux d'inflation le plus bas, la dette publique la plus basse, 50%. Mais cette zone va bien. Le président Macky Sall, lui aussi, partage le même avis que le président Ouattara. Pour le chef d'État sénégalais, l'appellation de la monnaie peut peut-être poser problème, mais les bienfaits du franc CFA sont innombrables pour les nations de l'Union. Sur la stabilité de la zone monétaire, sur la solidité du modèle macroéconomique de toute l'Union, sur la solidarité et sur la discipline. Et là-dessus, je pense que si on ne veut pas faire de politique politicienne, tout le monde reconnaît que le franc CFA, aujourd'hui, peut-être c'est le nom qui gêne, est la monnaie la plus stable en Afrique de l'Ouest, c'est clair. Et elle a cours presque dans tous les pays. Dans tous les pays. Or, les autres monnaies n'ont pas cours dans la zone monétaire. C'est déjà la preuve que c'est quand même une monnaie solide. On peut en dire ce qu'on veut, on peut changer le nom si on veut. Le président Emmanuel Macron a annoncé ce samedi que des réformes allaient être entreprises sur la monnaie communautaire, mais qui, pour le moment, ne toucheront que la zone UEMOA. Cheikh Hassana Fall, coup de théâtre donc hier à Abidjan, c'est le président français lui-même, Emmanuel Macron, qui est parti dans la capitale ivoirienne pour annoncer aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara le changement qui va s'opérer, le CFA qui va devenir l'écho. Nous allons écouter Emmanuel Macron.
les deux changements majeurs qui accompagneront cette évolution et que la France a décidé d'embrasser à vos côtés. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, qui représentaient 50%, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union, conformément aux choix faits par les États. Il y aura bien sûr de nouvelles occasions pour la France et l'UEMOA de continuer d'échanger avec les différents États membres de l'Union, mais ceux-ci seront plus informels, moins institutionnalisés, reposant sur une dynamique nouvelle, libre, choisie, assumée. Je fais confiance aux équipes de l'ensemble de nos pays, à la fois du côté des États mais aussi des banques centrales, pour continuer d'entretenir un dialogue riche, fluide, sous le sceau de la sincérité et de la confiance. Bonsoir tout le monde sur ce plateau. Chérif Salif Sy, d'abord la forme, l'annonce de ce changement, le CFA qui va devenir l'écho. Votre commentaire? Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas du tout un coup de tonnerre, pas du tout. Nous le savions depuis 4 ans. Alassane Ouattara, en sortant de l'Élysée, l'avait dit très clairement. Et ceux qui suivent ces affaires savent que les pays de l'UEMOA ne peuvent pas décrocher d'un coup. Ce serait une catastrophe avec des fuites de capitaux considérables. Il y aurait une phase de préparation pour arriver à la circulation de la monnaie, circulation qui au demeurant interviendra dans un minimum de 10 ans. Ça se passe comme ça en réalité. Si vous considérez l'Union européenne, la décision de la monnaie a été prise en 1989 et la monnaie est sortie en 2010. Il y a un moment de préparation. Donc, moi, personnellement, je m'attendais à cette décision. Oui, la forme, le fait que Emmanuel Macron vienne à Abidjan pour faire l'annonce. C'est lui qui est votre garant en dernier ressort. On ne peut pas l'exclure comme certains veulent le dire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'exclure. La zone franc est une zone de la France. Le franc CFA est une monnaie créée par la France que les États de l'UEMOA ont décidé d'adopter comme leur propre monnaie. C'est ça la réalité. Et lorsqu'on est garant de ce point de vue, c'est-à-dire qui compensez, c'est vous-même qui décidez de la dévaluation, comme ça c'est fait, vous donne le droit de vous prononcer sur les affaires liées à cette monnaie. Ça me paraît tout à fait normal pour moi. Je crois que les problèmes sont plutôt ailleurs et j'espère que nous y reviendrons. La forme, Ibrahim Dia. Je pense, je n'ai pas tellement suivi le timing. Est-ce que c'est Ouattara qui a parlé avant Macron? Et j'ai l'impression, en tout cas, dans ce que j'ai écouté de Ouattara annonçait déjà toutes les mesures et les décisions qui ont été prises par les présidents de l'UEMOA. Maintenant, que ce soit le moment où Macron est en Côte d'Ivoire, que ce soit annoncé ou non, je rejoins Salif là-dessus. La question de l'écho est un processus long. En réalité, au niveau de la CEDEAO, ça fait depuis les années 70 que ce problème-là est posé. Maintenant, que la France, que Macron, dans son discours, donne l'impression qu'il y a un leadership, en tout cas, la France reste dans le coup. Malgré toutes les réformes, elle reste dans le coup. Je vous pose la question parce qu'il y en a que cette façon de faire a choqué depuis hier. Ça ne vous a pas choqué du tout? Non, pas du tout. Très bien. Pour moi, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est en train de faire une grosse rupture, en tout cas des jalons importants par rapport à la bataille que nous avons menée depuis 10, 20, 30 ans pour décrocher, en tout cas pour la souveraineté monétaire de nos pays. Et c'est ça l'élément, je pense, sur lequel il faudra
faire largement attention et voir est-ce que les mesures qu'ils ont proposées vont dans le bon sens ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres jalons à poser. Hawaba, on reste sur la forme. Personnellement, je pense qu'il y a eu un vice de forme. Je ne pense pas que Macron était le personnage le plus indiqué pour faire cette annonce. Je fais partie des citoyens qui pensent que dans ce processus-là, on doit voler notre souveraineté et on a volé la primauté, mais aussi le leadership de nos dirigeants et donc des citoyens qui sont concernés. Il est vrai qu'on est dans ce processus, que c'était plus ou moins attendu, mais quand Macron dit « j'ai pris la décision, j'ai décidé », c'était un « j'ai ». Il disait « j'ai », quel que soit, disons, le timing, que ce soit Alassane Ouattara qui ait parlé avant, le président Ouattara ou Macron, le symbolisme est important. Et le fait qu'on ait choisi ce moment-là, ce lieu-là, et cet événement-là, pour moi, pose encore une fois et tout le problème et toutes les questions de souveraineté et de néocolonialisme qu'on continue à poser. D'autant plus que le président Ouattara venait d'un sommet de la CEDEAO. Oui, absolument. Pourquoi l'annonce n'a pas été faite là-bas, en présence de tous les chefs d'État? Ou pourquoi ne pas avoir attendu un autre moment où tous les autres chefs de l'État de l'UEMOA, conjointement, ensemble, dans une seule voix, fassent cette annonce-là à leurs citoyens? Et l'écho ne devrait pas concerner que l'UEMOA, c'est aussi la CEDEAO. Je pense que c'est une embrouille aussi de plus pour les citoyens. Le processus de l'OCO est un autre processus. La demande des citoyens, mais aussi de certains économistes et experts en matière monétaire africains de rompre avec le CFA, de sortir du giron du CFA, était un autre processus. C'était deux demandes différentes. Le fait d'annoncer comme tel la substitution par le CFA, par l'ECO, pour moi, pour beaucoup de citoyens comme moi, nous n'avons pas compris. En fait, c'est pour nous, il y a un mélange de gens, et peut-être même un désir de détourner un processus qui est en cours et qui, pour beaucoup de citoyens, était inéluctable. Vous vous êtes amplement rattrapé pour être intervenu en dernière position. Hawaba, alors ce commentaire amusant, c'est un tweet de Cher Sultan avec la complicité de notre réalisateur. Changement de billet et de nom et hop, on repart. Ken Khamoul Lilanla. Et si on ferme ce sac, vous voyez à l'écran la réaction de Bruno Le Maire, mais surtout avec notre réalisateur, c'est cette image de coq avec le drapeau de la France en bleu, blanc, rouge que nous aurons l'occasion de regarder tout à l'heure. Mais Chérif Salif Sy, Hawaba a souligné tout à l'heure qu'il y a eu un sommet de la CEDEAO à Abuja. Pourquoi l'annonce n'a pas été faite là-bas plutôt qu'à Abidjan en présence d'Emmanuel Macron? Mais parce que tout simplement, c'est une affaire qui concerne, en tout cas pour cette étape, l'UEMOA. Lui, il est président en exercice de l'UEMOA. Il peut aller avec son invité, son tuteur, faire l'annonce où il veut. Moi, je crois que nous devons aussi sortir d'une certaine fausse fierté. Ça dure depuis 70 ans. Nos gouvernements, je ne dis pas, ni nos États, ni nos populations, sont sous tutelle. C'est ça la réalité. Nous passons 70 ans à être humiliés tous les jours. C'est de ce point de vue, moi, que j'ai dit que Macron l'annonce, ça ne me gêne pas. Mais il eût été, ça nous en sommes d'accord, nous en avons parlé, que ces chefs d'État, et ça, c'est ça qui me pose problème. Pourquoi nos chefs d'État ne s'adressent pas à leur peuple? La monnaie étant le premier instrument de souveraineté. C'est une préoccupation. Il faut quand même qu'ils apprennent à informer eux-mêmes leur peuple. Et c'est comme si on apprenait la chose dans la rue, hein. Mais Macron n'est pas indifférent dans cette affaire. Je veux dire par là, la France. Et je le répète, la zone franc. Parce que c'est le CFA, une partie du CFA qui disparaît, c'est-à-dire le CFA en Afrique de l'Ouest, mais la zone franc demeure. Ça veut dire qu'il y a des questions de fond sur lesquelles nous reviendrons. Mais cela montre déjà que la tutelle continue et qu'il faut de la résistance pour s'en sortir, passer à d'autres paliers. La tutelle continue? Oui, je pense que les relations entre la France et
ces pays, il faut les classer dans un contexte global. Le contexte global de la domination globale du système capitaliste sur l'ensemble du monde et les rôles qui ont été affectés à certains, dont la France, qui a été choisi par ce système, notamment les États-Unis, pour lui confier un rôle spécifique au niveau de ces pays. Et aussi par le FMI, ainsi par d'autres agences internationales qui lui ont confié la tutelle dans ce système. Et il a un rôle spécial à jouer qu'il joue toujours. Et nos peuples luttent pour se desserrer de cet étau-là. Et cette lutte que nos peuples mènent depuis les années 60, depuis l'après-guerre, est un processus continu. Et chaque fois, on fait des jalons dans ce processus-là. Je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Cette tutelle-là, cette domination est un phénomène mondial sur lequel il y a une bataille globale à mener, que ça soit chez nous, que ça soit ailleurs dans le monde. Et voilà l'image du fameux coq aux couleurs de la France qui est en train de picorer dans un sac qui appartiendrait aux Africains. C'est une image forte qui reflète la réalité. Pour moi, le fait de se focaliser sur la France même nous empêche de voir le système dans sa globalité. Oui. Avec un patron qui est dans ce centre. Si on pense réfléchir en termes de centre et périphérie, ce centre avec les États-Unis et avec tout le système, disons, de capitalisme mondial, avec chacun une branche ou un rôle qui lui est assujetti. Et c'est tout ce système-là, contre ce système-là, que les peuples dominés dans le monde entier sont en train de lutter et de faire des pas chaque année, en tout cas chaque période de la civilisation. C'est ça qui est le plus important à mon avis. On reconnaît et on sait que cette domination-là, elle est là. Donc il faut commencer à voir comment se desserrer de cet étau progressivement en gagnant des batailles. Et je pense que cette bataille-là, elle se gagne ensemble. Chacun pose ses pions. Et bien sûr, la France ne voudra pas d'un seul coup toutes ses prérogatives, mais elle est en train de les perdre. Et ça, c'est inéluctable. Alors qu'il y ait des aspects qui relèvent plus de l'émotion que de la raison, c'est évident qu'il faut en prendre compte. Très bien, on revient à Chérif Salif Sy. Les réformes qui sont annoncées, on l'a entendu, Emmanuel Macron qui parle des fameuses réserves, obligation faite au pays de l'UEMOA de déposer 50% de ses réserves, la France qui va quitter le conseil d'administration de la BCEAO, le comité de pilotage monétaire et d'autres réformes qui sont également annoncées. Vous pensez franchement que là, c'est bien parti que cette fois-ci, ces pays membres de la zone franc, du franc CFA, vont véritablement prendre leur destin en main? Mais ça peut être perçu comme une avancée, à condition que nos États restent vigilants. Moi, j'étais de ceux qui avaient marché au cours des deux grandes manifestations de 1975. J'étais en France pour que le personnel soit africanisé et que les banques centrales arrivent en Afrique. C'était une victoire, mais une victoire d'un moment. Je pense que les processus arriveront par étapes. Ça peut être ininterrompu, comme on dit, mais ça arrivera par étapes. Nous avons tenu le flambeau en continuant en faisant de l'agitation. Bien que nous pensions que 2-3 ans après, la chose allait être réglée, nous allions avoir une souveraineté pleine sur la monnaie, mais nous sommes plus de 40 ans. C'est dans cette direction aussi. C'est un pas sur ce point que vous avez soulevé, que la France décroche de la conservation des réserves. Mais ça suscite également de grandes discussions en France, toute la journée d'aujourd'hui. Comment être garant en dernier ressort parce que ce que ça implique. Oui, la France va rester garante, oui. Lorsqu'un pays gère sa monnaie, ça veut dire la possibilité de tirer sur la planche à billets. La planche à billets, c'est les dérapages. Et est-ce que la France n'est pas en train de concocter des choses, de manigancer? Simplement, Macron, relativement jeune, est dans une volonté vraiment de faire autrement que ses prédécesseurs. Mais il y a de grandes questions à se poser. Je crois que vous êtes garant en dernier ressort, vous vous accrochez sur ce levier, ça veut dire que vous vous donnez la possibilité de pouvoir revenir, rencontrer l'environnement et la monnaie lorsque des dérapages apparaissent et reprendre vos positions influentes au niveau des instances de décision. C'est ça qui peut. Il y a une crainte. C'est ça j'ai beaucoup de crainte. Il faut que ceux qui veulent une souveraineté sur la monnaie prennent ce qui arrive aujourd'hui, mais continuent à se mobiliser fortement pour qu'il n'y ait pas de déviation.
Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Awaba, avez-vous le sentiment ou non que la France cherche à rester maître du jeu ou maîtresse du jeu? Absolument. De par ce qui s'est passé hier, mais aussi de par ce que le professeur Salussi vient de dire. La France reste le garant. C'est vrai qu'il n'y aura plus de représentants de la France au sein des instances de gouvernance de la Banque centrale. Les réserves ne seront plus en France, mais le fonds reste le même. Mais inversement, est-ce que ça ne peut pas donner le sentiment à certains que, oui, ces Africains, ou en tout cas Ouest-Africains, membres de la zone CFA, ils veulent toujours rester accrochés à la France? Non, moi, je pense que... Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette interprétation aussi? On peut, de parce que surtout nos leaders et une certaine partie de nos élites font. Mais aussi, c'est parce que la France s'accroche à l'Afrique. Aujourd'hui, si la France veut rester, la France ne nous garantit pas, entre guillemets, cette convertibilité juste parce que la France est soucieuse de nos économies, de la stabilité monétaire. C'est le cas des soucis. Chaque pays préserve ses intérêts. Et donc, c'est moi là où je pense que, quand je dis que la France, pour moi, a posé ce jalon-là dans une entreprise volontaire de saper un processus qui était en marche. Je le pense sincèrement. Nous savions que quels que soient les écueils, quel que soit le temps que ça ait pris, le processus de réalisation de l'éco était en marche et c'était une demande qui était là des citoyens. Et ce processus-là, ce n'est pas seulement un processus qui est monétaire, qui est économique. Il rentre dans le cadre d'un processus global d'intégration politique, sociale, etc. etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que nous nous désolons du fait qu'il y ait, pour nous, non seulement encore une fois, cette volonté de la France de garder son emprise sur son soi-disant, ou de fait son juron ouest-africain et d'ailleurs au-delà africain, mais en plus de ça, il y a pour moi une tentative de la France d'essayer de freiner tous les actes qui peuvent contribuer à rompre effectivement, pas la façon dont le président Macron l'a annoncé, mais de rompre effectivement ces liens post-coloniaux de plusieurs natures entre la France et ses anciennes colonies. Et c'est là où je pense que nos leaders, encore une fois, trahissent la volonté des peuples africains. Nos leaders ne sont pas à la hauteur des demandes, des attentes des Africains vis-à-vis aujourd'hui de notre volonté de parachever enfin nos indépendances et de parachever enfin ces constructions-là, mais surtout cette intégration sous-régionale et au-delà de l'intégration régionale. Nous avons vu la ZLECA qui a été mise en place récemment. C'est de la même manière, la ZLECA rentre dans un processus plus large. Et qui devrait s'accompagner justement d'une souveraineté monétaire. Très bien. Ibrahim Dia, est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'État de la CEDEAO, plus particulièrement ceux de l'UEMOA, ont manqué de leadership sur le coup? Moi, ce que je vois, peut-être c'est l'autre interprétation qu'on peut avoir également, c'est que la France, à mon avis, les dynamiques économiques, les dynamiques sociales, les dynamiques politiques font que la France perd de plus en plus la main et cherche de plus en plus à s'accrocher. Moi je le vois plus comme ça. Alors, et ce que Macron disait en disant on sera plus présent, mais on va continuer à dialoguer de manière, entre guillemets, informelle, ça veut dire qu'ils vont se donner d'autres moyens d'influence. Mais la garantie de la monnaie, Chérif est peut-être plus spécialisé ou Moubarak que moi là-dessus, c'est pas un État qui va le donner. La convertibilité de la monnaie va dépendre de notre économie et de ce qu'on va avoir comme argent disponible. Donc cette garantie est, à mon avis, plutôt théorique ou virtuelle et politique. Mais c'est pas la France qui va le donner. Et notre dynamique économique, à mon avis, et nos mouvements sociaux sont tels que cette prise que la France avait juste après les indépendances, quand les gens revendiquaient la sénégalisation ou l'africanisation des postes
après tout ce qui s'est passé, l'arrivée du FMI dans le processus et tout cela, font que la force ou le pouvoir, la maîtrise de la France qu'elle avait, elle ne l'a plus et elle cherche, à mon avis, à s'accrocher dans ces derniers retranchements. Et c'est à nous d'avoir l'intelligence en tant que peuple de combiner les efforts des peuples et les efforts des États. Les États, à mon avis, les leaders dont vous parlez, à mon avis, les leaders ont une approche qui ne peut pas être l'approche du peuple, l'approche des citoyens. Il faudra combiner toutes ces approches-là. On ne va pas avoir peut-être des présidents qui vont avoir les mêmes discours que moi, économiste, sociologue, ou Awa ou un autre. Il faudra qu'on sache combiner les différentes stratégies pour arriver à un but. Et c'est comme ça qu'ont évolué tous les pays qui ont pu progressivement asseoir leur souveraineté. Mais il ne s'agit pas de jeter, à mon avis, l'anathème sur les uns ou les autres, mais de se dire qu'on a un objectif et qu'on va y travailler progressivement, chacun faisant ce que c'est le mieux faire dans sa sphère pour arriver ensemble à pousser, à faire que les jalons puissent avancer et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Parce que même les pays qui ont pu décrocher du franc CFA, comme la Mauritanie, la mémise de la France est restée sur le fer, sur tout ce qui reste. Donc cet aspect-là est un aspect, à mon avis, stratégique sur lequel il faudra avoir une vision globale et non pas sectorielle. Moubarak-Lo, quand même, on va lui permettre de rejoindre ce débat. Bonsoir Moubarak-Lo, vous êtes économiste, statisticien. Est-ce que, à l'image de Macron, comme il a semblé en donner l'air, nos chefs d'État ont été stratèges sur la question de la monnaie, le passage du CFA à l'éco? Pour ne pas revenir sur tout ce qui a été dit. Oui, je suis ce qui a été dit. Vous savez, les chefs d'État du l'UEMOA, c'est des États souverains. C'est l'UEMOA qui a décidé de passer à l'éco. Maintenant, la France est un partenaire qui nous a accompagnés depuis l'indépendance dans l'aventure du CFA, parce que le CFA existait même avant. Et donc, c'est tout à fait normal que pour aller de l'avant, qu'on puisse le faire ensemble. Parce que ça, c'est plus diplomatique qu'autre chose. Maintenant, c'est une décision souveraine, comme l'a dit le président Ouattara, qui a été mandatée par les autres chefs d'État pour conduire le processus en leur nom. Donc, le président Ouattara a reçu un mandat en bonne et due forme. Donc, mais ce qui est clair, c'est... Vous êtes dans le secret des dieux. Non, il l'a dit. Ça a été dit. Et donc, il a négocié en leur nom. Et c'est clair que quand vous êtes mandataire, vous vous rendez compte également. Donc, il n'a sans doute pas cessé de le rendre compte. Et ce qui a été annoncé a été fait avec le rapport. Je donne juste un exemple. Est-ce que vous pensez que le Nigeria et le Ghana ont vraiment donné leur accord pour que la déclaration d'hier se fasse dans les termes dont elle a été faite? C'est ça, je pense qu'il faut distinguer. Vous le confirmez? Non, bien sûr que non, parce que le Ghana et le Nigeria ne sont pas membres de l'UEMOA. Oui, l'éco concerne aussi la CEDEAO. C'est juste une appellation pour l'instant. Disons qu'il faut distinguer l'appellation ECO et le mécanisme de banque centrale ECO, qui n'existe pas encore. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. On n'est pas encore dans l'ère de la CEDEAO. On est toujours dans l'ère de l'UEMOA. Donc avec une union monétaire uniquement composée des États de l'UEMOA et qui va continuer à fonctionner avec les règles de l'UEMOA. Parce que n'oubliez pas que même les critères de convergence de l'UEMOA ne sont pas ceux de la CEDEAO. Ce qui a été dit samedi n'engage pas la CEDEAO. N'engage pas pour l'instant la CEDEAO. La seule chose qui concerne la CEDEAO, c'est l'éco. Maintenant, les États de l'UEMOA ont anticipé sur le futur, sachant que tôt ou tard, ils vont entrer dans l'ère de l'éco avec la CEDEAO. Ils se sont dit, autant choisir tout de suite le non-éco. Ce qui fait que quand la CEDEAO sera prête, les pays de l'UEMOA pourront dire que nous sommes déjà dans l'éco, nous avons déjà le non-éco, donc on peut aller ensemble pour évoluer dans le nouveau cadre qui sera défini. Mais le message le plus important à dire aujourd'hui aux auditeurs et aux téléspectateurs, ça c'est un économiste qui vous le dit, rien n'a changé dans le fonctionnement, en tout cas des principes de fonctionnement de l'UEMOA en tant que politique monétaire.
Maintenant, en tant que mécanisme de gestion des réserves, ça va changer, ce ne sera plus à la Banque centrale, au Trésor français, ce ne sera plus déposé là-bas. Ensuite, deuxièmement, le compte d'opération va être supprimé. La France n'aura plus de représentants au comité monétaire. C'est ça qui change, mais le ciblage d'inflation éventuel, parce que je ne sais pas si la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest applique un ciblage d'inflation, mais la politique monétaire, la politique de taux d'intérêt, les critères de convergence demeurent les mêmes. Et donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans la politique monétaire de l'UEMOA. Très bien. On va, avec votre permission, prendre au téléphone Adama Diaw, économiste, membre ou ancien membre de la Commission monétaire de la BCEAO. Bonsoir, Monsieur Diaw. Alors, Monsieur Diaw, est-ce que ce qui a été annoncé samedi à Abidjan par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron constitue une révolution par rapport au CFA qui va changer au moins d'appellation pour l'instant, avec quelques réformes, bien entendu, pour devenir éco? Est-ce que c'est une révolution? Oui. Oups. Oui, on perçoit très mal M. Diaw du côté de la régie, si on peut y remédier pour avoir une meilleure qualité de réception. M. Diaw, allez-y, on va voir si tout se passe bien maintenant. Et oui, je repose peut-être autrement ma question. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de l'éco va fondamentalement changer les choses? Est-ce que les États africains qui sont concernés par la monnaie seront plus souverains par rapport à la question monétaire?
Alors, Monsieur Diao, pour en terminer, pour avoir siégé ou pour siéger tout simplement à la commission monétaire de la BCEAO, est-ce que vous avez eu à sentir le poids de la France, la tutelle de la France, comme une chape de plomb? Très bien. Alors, on me fait savoir qu'on perçoit très mal, avec toutes nos excuses, Monsieur Diao, à l'antenne. Nous allons le reprendre dans de meilleures conditions. Salif Sy. Oui, je voudrais d'abord répondre à votre dernière question. Je crois que c'est difficile à n'importe qui de répondre comme ça, sentir le poids de la France. C'est-à-dire, que signifie la garantie? C'est-à-dire, vous avez besoin de vous équiper en machine-outil. Mais vous dites ce que vous voulez, vous pouvez même choisir le vendeur, il vous dit tant, la France décide, c'est elle qui va décider de payer si l'argent. C'est ça les conséquences de la garantie. Vous ne pouvez pas dire comme ça à un individu, est-ce que vous le sentez? C'est comme quand on dit que le franc CFA est stable. Mais c'est complètement faux. Sur les 7 dernières années, l'euro a perdu 25% de sa valeur. Bien sûr, parce qu'on achète en dollars d'autres biens et d'autres équipements. Et à qui profite cette perte? Aux entreprises françaises. Faut pas... Et consécutivement, le CFA aussi a perdu, puisqu'il est arrimé à l'euro. Je veux dire que oui. c'est ça. Oui. C'est ça. L'euro s'apprécie, mais il y a une perte quand même pour le franc CFA, puisque la parité reste fixe entre nous, alors que l'euro fluctue avec les autres monnaies. C'est ça que j'ai dit. Quand l'euro perd 25% de sa valeur, et que de nous à l'euro, l'euro ne perd absolument rien, mais c'est la France et les entreprises françaises qui gagnent dans cette affaire. Je crois que c'est très compliqué de demander à quelqu'un si vous sentez et si vous ne sentez pas. Ceux qui commercent avec l'extérieur, eux, ils sentent quand il y a des dépréciations. Mais ceux qui sont dans l'espace, qui ne bougent pas, la baguette de pain coûtera toujours 150 francs CFA. Je crois que c'est ça. Mais je reviens sur les questions importantes. Et vraiment, je suis content que vous restiez sur le sujet. Quelle est la nature des changements qu'il y a eu? Comment on peut les apprécier? Si je veux être positif, je dirais que, et je le suis, disons-le honnêtement, il y a un changement partiel. Et les deux aspects sur lesquels porte le changement, c'est très important quand même. La suppression de l'obligation de dépôt de 50%, c'est important. On ne peut pas le nier. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle la mesure présidentielle préventive. On ne sort pas d'une monnaie du jour au lendemain. Mais c'est la fuite des capitaux et la catastrophe de votre économie. C'est ce qu'on appelle une réforme adaptative. Et c'est ce qu'est en train de faire l'UEMOA. Si je reste optimiste, mais c'est une démarche fondamentalement responsable et intelligente. Mais en face, il y a un problème. La France ne garantit pas. La garantie, plutôt, elle garantit. Elle est garante quand même de la monnaie de CFAO. Mais sans détenir les ressources. C'est ce que justement les débats que j'ai suivis toute la journée en France disent. Mais d'abord, à quel coût? La France le fait. Mais comment la Banque de France peut-elle accepter une situation qui pourrait déboucher en cas de déviation ou d'utilisation dans la zone UEMOA de la planche à billets? Quelles seraient les conséquences? Est-ce que la France serait prête à assumer? Mais certains répondent en disant que la stratégie française sur cette couverture peut être une arme à double tranchant. Elle peut l'utiliser, si on était en période de guerre. C'est ça aussi, il faut apprécier les choses comme ça. Mais la France peut dire, j'ai d'autres soucis. Mais pendant 6 mois, on n'importe pas de riz. Alors, on n'importe pas d'équipement. C'est pour ça que ce principe de la garantie est fondamental. Alors que dans les faits, Ibrahima a employé l'expression, dans les faits, elle ne se justifie pas. L'expérience montre que lorsqu'on nous a demandé une couverture à hauteur de 20%, nous en sommes à ce stade à près de 120%. C'est-à-dire que dans les faits, c'est nous-mêmes qui garantissons notre monnaie. Je crois que ces appréciations aussi me paraissent importantes. Oui, Moubaraglo, c'était ma question. C'est une question naïve, à la limite, une question naïve, je le dis, mais tout simplement, Moubarak, pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer la garantie? Pourquoi la France devrait continuer à le faire? Oui, je pense qu'il faut différencier l'aspect psychologique et l'aspect réel. Au niveau réel, disons la zone franc, le côté Afrique de l'Ouest,
du l'IOMOA, globalement, est excédentaire. Aujourd'hui, l'IOMOA a les capacités de garantir la convertibilité de sa monnaie. Oui. Au niveau technique. Oui. Maintenant, il y a l'aspect symbolique. L'aspect symbolique, c'est que quand vous faites une transition, n'oubliez pas qu'en matière monétaire, les symboles sont importants. Et là, donc on peut avoir des réactions qui n'ont rien à voir avec le réel. Donc il fallait prévenir ces réactions, qui peuvent ne pas être fondées. Parce que si on annonçait tout de suite un décrochage entre immédiatement de l'écho par rapport à la France, certains hommes d'affaires, certains qui détiennent du CFA, peuvent essayer de s'en débarrasser très vite, pour essayer de retrouver de l'euro, pour, disons, rassurer le patrimoine. Et donc, sauvegarder le patrimoine. Maintenant, mais il se trouve, Moubarak, que c'est comme cela que certains activistes, jeunes comme femmes africains, raisonnent. Eux, ils disent que la France doit dégager. Oui, vous savez... Oui, vous leur dites non, ça ne se passe pas comme ça. Bon, vous savez, il y a l'activiste, il y a le chercheur, le décideur. Oui. Lui, il gère, et tout mouvement doit être une bonne manœuvre. Donc, c'est ça la responsabilité du décideur. C'est pourquoi ça ne peut être qu'une transition en douceur. Maintenant, l'objectif est le même. On est loin de la révolution, on est bien d'accord. Le peuple, et c'est ce que disait tout à l'heure mon ami Ibrahima, le peuple et les dirigeants ont le même objectif. Maintenant, c'est la démarche qui est différente, c'est le rythme qui est différent. Mais l'ambition est claire. L'ambition, c'est d'aller pleinement dans l'écho. C'est de retrouver pleinement la souveraineté. C'est de garantir nous-mêmes la monnaie. C'est de ne plus avoir besoin, disons, au bout d'un certain temps, de la présence réelle ou supposée de la France. Parce que je pense que nos États, après 60 ans d'indépendance, sont suffisamment responsables. Et j'en profite d'ailleurs pour parler de la BCEAO. Tout à l'heure, quand vous disiez, est-ce qu'il y a un risque que demain, les choses dérapent? La BCEAO, c'est une banque centrale... Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est une façon de poser ma question. Pourquoi on devait toujours penser que l'Afrique est encore un enfant qui doit apprendre à grandir et qui doit toujours prendre le temps de faire les choses là où les autres, à la limite, le font à la vitesse de la lumière. J'aimerais comprendre. Oui. Vous savez, tout dépend de la durée de la transition. Oui. Mais la durée de la transition sera en fonction de deux choses. D'abord, il faut que le nouveau système rassure. Vous savez, quand vous gérez le réel, c'est extrêmement compliqué parce que vous gérez des émotions. Vous pouvez être très bon, mais si la perception autour de vous n'est pas favorable, ça peut faire dérailler votre activité. C'est pourquoi vous devez être très prudent. Vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle des concessions. Aujourd'hui, la concession que les États font, je peux les analyser comme ça, c'est de dire nous ne faisons pas un décrochage total, parce qu'il y a la garantie de dernier ressort. Très bien. Mais au bout des prochains mois, je suis persuadé que les États et la BCEAO vont donner suffisamment de garanties aux populations et aux acteurs et aux opérateurs pour que progressivement, maintenant ça peut aller très vite, mais tout dépendra de cette phase de stabilité, pour que les gens acceptent qu'il y a un nouvel ordre qui est établi et que donc il n'y ait plus de risque de sortie de capitaux. Le deuxième élément. Oui, très rapidement. Oui, j'en profite, c'est extrêmement important. Ça, on n'en a pas parlé depuis hier. Il faut que cette réforme soit accompagnée par de plus grandes réformes encore au niveau des États. Parce que c'est une responsabilité énorme maintenant qui revient aux États de renforcer le réserve. Parce que c'est ça qui permettra de pérenniser ce nouveau système. Donc il faut renforcer les recettes fiscales et budgétaires pour que les déficits soient réduits et qu'on n'ait plus besoin, parce que ça, je parle à côté d'un économiste, il y a toujours cette tension en déficit budgétaire et déficit courant ou extérieur. Et deuxièmement, il faut ramener aussi le déficit extérieur à des niveaux soutenables, donc en développant les exportations. Donc il faut que nos économies, le secteur productif, interpellent. Les gens pensent que c'est une affaire purement monétaire. Aujourd'hui, il urge d'accélérer
le développement du secteur productif. Merci Adama Anouchkaba pour ce journal. Retour à l'édition spéciale consacrée au changement. Le CFA qui va devenir l'écho, quelles sont les perspectives? Nos invités sont sur le plateau, mais avant de revenir à Awaba sur votre question sur les citoyens de l'UEMOA et peut-être plus largement de la CEDEAO, nous allons suivre ce sujet de El Hadj Malick Cissé sur la réforme en cours. À sa création en 1945, franc CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Après les indépendances des années 1960, le nom avait déjà évolué pour devenir franc de la communauté financière africaine pour les 8 pays d'Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Mais ce nom restait perçu comme un symbole post-colonial. Le franc CFA va devenir l'ECO, qui est en fait le nom choisi pour la future monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Deuxième point majeur de la réforme, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, une obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. La BCEAO n'aura à l'avenir plus d'obligations particulières concernant le placement de ses réserves de change. Elle sera libre de placer ses avoirs dans les actifs de son choix. Troisième changement, la France va se retirer des instances de gouvernance de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, où elle était présente. La France ne nommera plus aucun représentant au conseil d'administration et au comité de politique monétaire de la BCEAO, ni à la commission bancaire de l'UEMOA, a expliqué l'Élysée. Il s'agit de désamorcer les critiques selon lesquelles la France continuait de dicter ses décisions dans ces instances via ses représentants. Mais attention, qu'est-ce qui ne change pas? Et oui, la parité fixe avec l'euro du franc CFA, futur écho, est maintenue. 1 euro égale 655,96 francs CFA. Il s'agit d'éviter les risques d'inflation présents dans d'autres pays d'Afrique, a expliqué le président ivoirien Alassane Ouattara. Cette parité fixe est pourtant l'une des caractéristiques du franc CFA les plus critiquées par des économistes africains, selon lesquels l'arrimage à l'euro, monnaie forte, pose problème pour les économies de la région, beaucoup moins compétitives, qui ont besoin de donner la priorité à la croissance économique et à l'emploi plutôt que de lutter contre l'inflation. Du mandat que mes pères m'ont donné. Le franc CFA qui sera donc remplacé par une autre monnaie unique de la CEDEAO, et le timing arrêté par les chefs d'État, c'est que ce changement devrait intervenir en 2020. Une nouvelle qui partage les Sénégalais et quelques étrangers vivant à Dakar. Si certains ont hâte de sortir du CFA, d'autres doutent de la pertinence de changer de monnaie. Omar Khan Moussa Fall signe ce reportage. À sa création en 1900, sortir du franc CFA pour l'écho, certains Sénégalais ne demandent que ça. Ils sont très enthousiastes à l'idée d'une monnaie unique africaine. Je suis vraiment très content à l'idée de changer le franc CFA, parce que le franc CFA est une monnaie qui appartient aux Français. Et ça, c'est connu de tous. Un enthousiasme que partage ce Congolais qui attend avec impatience la monnaie éco. Selon moi, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, les pays africains ont besoin effectivement de marcher seuls. Les francs CFA, on sait très bien que par rapport à sa naissance, là, au départ, ce sont des francs congolais, des francs de la colonie française. Parce qu'aujourd'hui, là, les pays africains ont donc besoin d'évoluer seuls. Dans la lancée où aujourd'hui s'il y a l'initiative donc de créer des monnaies des pays africains, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui
ils vont savoir donc comment gérer leurs fonds eux-mêmes, comment les créer peut-être eux-mêmes, parce que normalement la fabrication des francs CFA, c'est pas en Europe, il paraît. Maintenant là, si c'est l'éco, ça va être créé en Afrique et ils auront donc la gestion par eux-mêmes. Donc c'est une très bonne chose. Cet étudiant, lui, est moins emballé. À défaut d'avoir des garanties, il préfère continuer à compter en francs CFA. Moi, je pense qu'avec le franc CFA, on parvient à régler nos affaires. Il n'y a pas de problème, l'argent circule normalement. Non, pour le moment, je suis pour qu'on garde la monnaie franc CFA. Et maintenant, en fonction des points de vue et des solutions à apporter, et plus d'éclaircissement sur la monnaie qu'ils ont prévue, je pense qu'on verra comment faire. Mais pour le moment, on peut maintenir le franc CFA. Parce que tout va bien avec le franc CFA. Ce septuagénaire informaticien à la retraite, lui n'attend rien de l'éco. Pire, il reste sceptique quant à l'effectivité de l'arrivée de cette monnaie. Même bon que changer, ça ne va rien changer. Ce sont les pays africains, même eux-mêmes, qui ne vont pas se mettre d'accord. Les Français là, ils sont extrêmement forts. Ils vont s'arranger pour faire en sorte que justement certains ne vont pas d'accord. Ensuite, on va reculer l'échéance. On dit 2020. Depuis quand on dit, chaque année on te dit une année de plus. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si la monnaie unique africaine ECO a du mal à voir le jour, dans les pays africains, de plus en plus de mouvements de contestation se dressent contre le franc CFA. Voilà, un reportage de Omar Khan Moussafan. Où sont les citoyens? C'est la question que vous posiez tout à l'heure. Ils nous ont répondu. Voilà, on entend les citoyens, mais moi je dis que nous sommes en train de traiter des questions tellement importantes. Je le disais tantôt, la question monétaire et les questions de souveraineté. C'est comme si, par exemple, nous décidions de changer notre devise ou de changer notre drapeau. Et ce sont des processus dans lesquels, dans des démocraties qui se disent pas achever, mais au moins à un certain niveau quand même, je pense que les citoyens ont leur mot à dire. C'est un processus qui n'est ni inclusif, ni participatif, ni éducatif. Nous sommes aujourd'hui, pourquoi pas, c'est à voir. Nous avons nos assemblées nationales. Les citoyens n'ont pas été consultés, les Sénégalais, les mêmes au-delà des Sénégalais, des autres citoyens des autres pays de l'UMOA et au-delà de la CEDEAO. C'est vrai que c'est une question qui revient, qui est récurrente, sortir du CFA, rompre avec la France, rompre avec ce néocolonialisme. L'éco, on en parle depuis longtemps, on parle c'est un processus qui est enclenché depuis 10-15 ans. On parle des critères de convergence. Quel pays aujourd'hui satisfait à ces critères-là? Quel pays ne les satisfait pas? Où est-ce qu'on en est? Il y a toute une nébuleuse. C'est vrai que ce sont des questions qu'on entend, oui, ce sont des questions techniques, mais elles ne sont pas que des questions techniques. Elles ne sont pas que des questions monétaires et financières. Et c'est pour ça que, moi, je pense qu'on aurait pu avoir adopter des démarches beaucoup plus participatives. Et c'est là où, encore une fois, on se rend compte qu'on est dans des démocraties qui sont encore très très faibles et procédurales. Sur des questions majeures qui touchent à nos nations, qui touchent à nos États, on n'entend pas, on n'inclut pas les citoyens dans les processus de prise de décision. Et pire, aujourd'hui, vous passez un micro-trottoir, vous vous rendez compte que les citoyens ne savent même pas par quel bout prendre ces informations-là. C'est un flou total, donc on se dit qu'il y aura une monnaie nouvelle à partir de 2020, d'autres qu'il va y avoir une dévaluation. On ne sait même pas, il n'y a même pas une démarche pédagogique de la part des acteurs de ces réformes-là. Moi, je me serais attendu que quand on engage des procédures comme celle-là, qu'on ait une démarche, au moins une démarche beaucoup plus pédagogique, qu'on dise aux citoyens, voilà le calendrier, ceci va se passer à tel truc, ceci va se passer, à partir de tel il y aura ceci, il y aura cela, et au moins les citoyens savent à quoi s'attendre. On parle, oui, pour l'instant, on semble avoir, entre guillemets, la garantie du maintien de la parité.
Mais cela ne va pas je ne suis pas sûre que cela va empêcher l'inflation ou peut-être même une anticipation d'une possible dévaluation et par conséquent des actes de nature après. La question sera posée aux économistes. Est-ce qu'il y aura d'évaluation? Ils répondront tout à l'heure. Ibrahima, après le sociologue, vous avez travaillé, vous, sur la libre circulation des personnes et des biens. Ça rejoint un peu la préoccupation d'Awaba. Où sont les citoyens? Vous répondez quoi? Je pense que ça a été depuis le début de la création de la CEDEAO. Ça a été un grand défi. C'est-à-dire qu'après 10 ans, 15 ans, la CEDEAO avait posé le problème de la CEDEAO des peuples à la place de la CEDEAO des États. Et sur ce plan, les évaluations qui ont été faites ont montré qu'il y a encore beaucoup d'insuffisances en matière d'implication des populations, d'implication des instances nationales dans tous les débats qui se font. Bien que dans la pratique, il y a une CEDEAO des peuples qui se fait. Il y a énormément d'implications. Et c'est là, dans l'évaluation, on s'est rendu compte que même la monnaie CFA était devenu une monnaie d'intégration dans l'espace CEDEAO puisqu'il était utilisé comme monnaie d'échange dans la plupart des pays, comme même une devise, si vous la connaissez ainsi. Donc il y a une dynamique qui est là, sociale, populaire, économique populaire qui se développe, mais qui n'est pas suffisamment prise en charge au niveau des États. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Sur certaines questions, je pense que je rejoins Awa, qu'il y a au moins de la pédagogie à faire pour que les gens s'approprient les grandes questions économiques. C'est peut-être là également un des chantiers, puisque beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi depuis 30 ans? Parce que l'ECO a été l'idée d'avoir une monnaie CEDEAO, c'est depuis bientôt 30 ans. 83. Oui, 83. Voilà, 83, les gens y travaillent. Ils ont eu des options. La première option, c'était d'avoir un espace IMOA qui se consolide et un espace qui regroupe les autres États avec le Nigeria, avec tous les autres pays pour avoir une monnaie commune et qu'après on mette ensemble ces deux monnaies communes. À un moment donné, on s'est rendu compte que l'autre espace monétaire n'avance pas et la décision a été prise d'avancer avec l'ECO pour ceux qui sont prêts, donc la CEDEAO, l'IMOA, et après les autres vont rejoindre. Mais dans les débats de fond qu'on entend, il y a la crainte du poids du Nigeria, ce qui devrait faire l'objet d'un débat public. Est-ce qu'on va y aller au niveau de l'espace CEDEAO avec une monnaie tous les États, ou bien est-ce que le poids du Nigeria est tel que, de manière délibérative, les gens décident qu'on va avoir une monnaie éco et que les autres vont rejoindre, mais que le Nigeria, les gens ont encore des craintes de soupçons, il faut se donner le temps de l'intégrer dans cette dynamique. C'est des débats qui auraient pu faire le débat public et qui auraient aidé peut-être les États à débattre là-dessus. En regardant les autres pays comme l'Europe, etc., sur ces questions, je ne pense pas qu'on voit les mêmes débats qui se posaient à l'époque, la participation des peuples, etc. Bon, puisqu'il faut également faire la différence entre la participation, le populisme, etc., il faut quand même avoir un juste milieu. Et c'est des débats de fond, de société qui se posent dans tous les pays quand des choses comme ça, importantes, se posent. Mais au moins, l'Assemblée nationale, les conseils économiques et sociaux, les organisations de société civile devraient pouvoir s'approprier ces questions et poser le débat public. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je pense que ça également, c'est exactement ça qu'il faut noter et corriger. Ça ne remet pas en cause la pertinence des choix, parce que au fond, tout le monde sait que tous les peuples voudraient qu'on sorte de ce lien du franc CFA et qu'on passe vers notre monnaie. Alors, M. Chalissi, mais avant d'aller plus loin, que répondez-vous, vous, économistes, Mouvaglo dira son sentiment, à ceux qui disent, de toute façon, ce passage du CFA à l'ECO va entraîner ipso facto une dévaluation? Est-ce que c'est une obligation? On se trompe beaucoup pour ce qui concerne les économistes. La monnaie, ce n'est pas une affaire d'économistes, c'est un problème juridique et de souveraineté d'abord. C'est ça, il faut qu'on le sache. C'est sur des questions techniques et autres qu'on peut interpeller les économistes. Mais y aura-t-il d'évaluation ou pas? C'est une question fondamentalement politique. Personne ne peut le dire. Mais en tant qu'économiste, j'observe, je constate, je ne suis pas le premier, et les chefs d'État même, si on considère la continuité, le disent depuis 1966, exactement. C'est en 1966 qu'ils ont fait appel à un technicien pour étudier la problématique du CFA parce qu'ils n'étaient pas satisfaits.
Et cet économiste qui a été choisi, c'est le professeur Samir Hamid. Donc les gens se posent des questions depuis, ce n'est pas nouveau. Senghor s'est plaint sur le franc CFA, j'ai ces citations, Abdou Diouf s'est plaint, j'ai les citations, et c'est un processus, à chaque fois on avance. Pour ce qui nous concerne, comme énormément d'économistes, nous considérons que la monnaie est surévaluée. Il ne suffit pas d'être économiste, il suffit de voir en France ou dans un pays européen la façon dont les ressortissants des pays CFA en mission sont en train de dépenser. Vous vous rendez compte que c'est des gens qui viennent de pays pauvres, mais qui donnent l'impression aux Occidentaux même d'être extrêmement riches. Vous êtes favorable à une dévaluation? Oui, je m'explique. Oui, je suis favorable à une dévaluation. Une monnaie, c'est pour ça que les Nigérians se battent pour une monnaie flexible. C'est ça. Autrement, ils sont perdus. Le Nigeria est un grand pays agricole. Je crois que c'est ça. Une monnaie flexible, ça donne la possibilité d'utiliser la monnaie, plutôt les dévaluations, comme instrument de politique économique. De même, d'ailleurs, l'inflation doit servir à ça. Je reviens à vous tout de suite. Est-ce que vous êtes favorable à une dévaluation, Mobaglo? Oui, je pense que ce serait une fausse bonne solution. Aujourd'hui, oui, le problème, on fait porter à la monnaie ce qu'elle ne peut pas faire. Aujourd'hui, vous comparez la Côte d'Ivoire et le Sénégal d'un côté, le Nigeria de l'autre. Parce que le Nigeria fait plus de 2 tiers du produit intérieur brut de la CEDEAO. Depuis 7 ans, dans ce contexte de franc CFA, lié à l'euro par une parité fixe, la Côte d'Ivoire, chaque année, fait des taux de croissance de plus de 7%. Si c'était fait une année ou deux, surtout après la sortie de la crise, on pourrait parler de rebond, parce que la Côte d'Ivoire a connu une décennie perdue. 2000-2010 a été une décennie zéro. Comme on dit, l'économie a connu beaucoup de difficultés. Donc la Côte d'Ivoire a redémarré. En général, quand vous redémarrez, les 3, 4 ans, la croissance augmente. Mais la Côte d'Ivoire n'arrête pas d'augmenter. Et chaque année, les prévisions jusqu'en 2022 continuent à projeter des taux de croissance supérieurs à 7, dans un contexte d'inflation proche de 0. Inflation de 1 à 2%. Est-ce que vous pouvez avoir donc un État comme cela, qui fait des résultats, qui dégage également des excédents en matière de réserves de change, qui accumule des réserves. Donc, qu'est-ce que vous pouvez prendre? On n'a pas le même intérêt. Oui, mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal est dans la même situation. Le Sénégal aussi, depuis 2014, frôle les 7%. Oui. Il y a eu un léger décrochage cette année, mais jusqu'à l'année dernière, c'était à 6,8%. Donc, le Bénin, la même chose. Le Bénin, la croissance est importante. Vous allez dans tous les pays, la croissance est importante et l'inflation est faible. On ne va pas donc dire que ces pays-là ne marchent pas. Donc aujourd'hui, rien ne justifierait, et ça, je pense qu'il faut qu'on soit ferme là-dessus, une dévaluation du franc CFA. Et d'ailleurs, en 1994, quand on a dévalué, on n'a jamais eu ce qu'on appelle la courbe en J. Parce qu'en général, quand vous dévaluez, ça doit relancer les exportations. Il n'y a eu jamais relance de l'exportation. En revanche, les importations sont devenues plus chères. Donc ça a été plutôt un creusement du déficit commercial. Donc aujourd'hui, tout sauf la dévaluation. Vous n'êtes pas d'accord. Mais il faut les réformes structurelles. Vous n'êtes pas d'accord sur la question de la dévaluation. Je veux ajouter autre chose. Oui. Quand je dis que je suis pour la dévaluation, compte tenu du fait que les pays n'ont pas le même poids, ça me paraît important. C'est pour ça que les réformes adaptatives proposées tenaient compte de cet aspect, des économies qui ont la même monnaie, qui ne marchent pas à la même vitesse. Mais il n'y a pas un segment, personne ne peut citer un segment de l'économie mondiale sur lequel nous avons une compétitivité. Sur la Côte d'Ivoire, c'est clairement une croissance de rattrapage. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a été dans le trou pendant 10 ans. Le Sénégal a-t-il intérêt dans une éventuelle dévaluation aujourd'hui, pour être concret? Le Sénégal y a intérêt. Il n'est pas performant, il est compétitif sur le segment du... Oui, bien sûr. On constate votre désaccord, c'est ça aussi l'intérêt de ce débat. Mais chez Salif-Si, un peu cette histoire de monnaie, surtout de réserve de change. Il n'y aura pas de dévaluation.
Très bien, je peux rassurer les Rwandais. Quelqu'un a dit qu'il n'y aura pas d'évaluation. Très bien, ça s'anime un peu. Oui, Chérif Salif Sy. Je vous rembourse ce que je vous ai dit. Intéressant. Bon, j'espère que nos amis du CID vont rebondir sur cette passe d'armes. Mais Chérif Salif Sy, cette histoire de réserve de change, c'est quoi exactement? Puisque vous avez une préoccupation sur ce sujet. Les réserves de change, c'est des avoirs qu'on a libellés en devises, ça peut être de l'or, des stocks d'or aussi, et détenus par une banque centrale, c'est-à-dire un État, en principe. C'est ça, les réserves de change. Les réserves de change, il y a deux parties, les liquidités, il y a de l'or, il y a de l'argent, qui vous permettent d'agir en cas de situation difficile, par exemple sur le budget, quand il y a des problèmes de taux d'intérêt, mais c'est également, ça sert aussi à payer vos achats à l'extérieur. Pour aller vite, ça veut dire tout simplement que les réserves de change, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas une liquidité qu'il faut utiliser tout de suite pour financer l'économie, le développement. Je pourrais dire que c'est simple, les réserves de change, c'est votre garantie. C'est le matelas de famille. C'est le matelas sur lequel vous dormez. Oui. Et si vous brûlez votre matelas, vous dormez au bord de la mer. C'est ça les réserves de change. Les bijoux de famille. Voilà, les bijoux de famille. C'est aussi qui permet de garantir. Exactement. Exactement. Celui qui vient, qui a besoin justement de devises, il a une monnaie, une autre monnaie nationale, il doit pouvoir transformer ça en devise et pouvoir ça régule le change. Voilà. Sinon, parfois, vous avez un blocage, vous voulez importer, mais il n'y a pas de devise. Alors, puisque vous avez pris la parole, question, à partir de quel moment cet écho-là, qui est annoncé, va être une monnaie de la CEDEAO, puisque tout à l'heure vous disiez que ça ne concerne pour l'instant que l'UEMOA, et pourquoi également les pays membres de la zone franc, ceux de la CEMAC, ne seraient pas concernés par cette réforme qui est annoncée? Oui, très important. Je pense qu'il faut serrer les trois. D'abord, l'UEMOA doit s'occuper de l'UEMOA, parce que c'est ce que l'UEMOA maîtrise. Parce qu'on ne maîtrise pas le Nigeria, on ne maîtrise pas le Ghana. En revanche, les chefs d'État de l'UEMOA se connaissent, les ministres des Finances se connaissent. On a une banque centrale déjà, qui a des agences, parce que quand l'ECO va se créer au niveau de la CEDEAO, ce sera un système fédéral de banques centrales. Donc ce ne seront pas des agences, ce seront des banques centrales qui vont gérer l'aspect opérationnel. La banque centrale communautaire ne sera pas une banque unitaire, ce sera un système fédéral, donc le vrai pouvoir opérationnel, ça va rester auprès des banques centrales. Et d'ailleurs, à cet égard, les pays de l'UEMOA peuvent décider, je pense qu'ils vont le décider, c'est ce que je souhaite en tout cas, de conserver la BCEAO comme instrument pour être leur banque pour ces 8 pays-là. Et donc garder le système qui existait, donc ne pas déstabiliser la banque centrale en tant que telle, parce qu'on aurait pu passer du système fédéral, le système fédéral, ensuite les banques nationales. Les pays de l'UEMOA peuvent décider de laisser ce niveau intermédiaire de BCEAO, donc qui soit leur représentant au niveau des instances de ce système fédéral. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, quand vous êtes un décideur, vous devez vous occuper de ce que vous maîtrisez. Mais vous ne pouvez pas baser votre politique sur des incertitudes. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, personne n'a une visibilité aujourd'hui sur la feuille de route pour le déploiement de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Ça peut arriver l'année prochaine, peut-être pas, ça peut arriver dans les 5 ans comme dans les 10 ans. En revanche, il est tout à fait possible d'approfondir la réforme qui a été démarrée hier, la réforme qui a été annoncée par le président Ouattara. Les pays de l'UEMOA peuvent saisir la balle au bond et aller de l'avant, c'est-à-dire évoluer, passer des 2 réformes majeures qui ont été annoncées, donc fin du compte d'opération, ensuite que la France ne soit plus représentée, et également dénomination, de passer du CFA à l'ECO. On peut progresser vers l'ancrage de la monnaie. Rien n'empêcherait, dès 2020, au chef d'État de décider de choisir un panier de devises. Donc de ne plus avoir seulement l'euro, mais d'avoir le dollar
le yuan chinois, parce que c'est les grandes monnaies sur lesquelles on fait le commerce extérieur. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial. Pour vous, il faut sortir du seul arrimage à l'euro. Bon, disons que je suis en train de faire l'analyse d'économiste, donc je donne les possibilités. Voilà une possibilité, c'est de choisir de nous ancrer sur un panier de devises. Premier élément. Deuxième élément, la fixité également. Au lieu d'avoir un ancrage fixe sur ce panier de devises avec une formule, ça peut être une flexibilité encadrée, donc de permettre, comme le Maroc le fait d'ailleurs merveilleusement, une petite flexibilité, comme ça, suivant la situation, vous puissiez modifier en quelque chose. La CEMAC, il faut la laisser en dehors de tout ça. La CEMAC, c'est une autre affaire. Je pense qu'on a déjà suffisamment à faire avec les pays de la CEDEAO, parce que n'oubliez pas que ce n'est même pas la même monnaie, parce que quand vous avez la monnaie CEMAC, pour convertir, ce n'est pas effectif. Vous venez à Dakar, vous ne pouvez pas la consommer vous inversement. Voilà. Très bien, on va prendre quand même Adama Diaw, parce qu'il est revenu au téléphone tout à l'heure, la liaison n'était pas bonne. Rassurez-vous, on va revenir à vous pour vous permettre de réagir sur ces questions importantes. Adama Diaw, rebonsoir, je reviens à vous pour vous poser une question voilà, que j'avais posée tout à l'heure. Est-ce que vous, en tant que quelqu'un qui a travaillé au sein de la commission monétaire de la BCEAO, vous avez ressenti le poids de la France comme une chape de plomb et que vous avez aujourd'hui peut-être espoir que, si c'était le cas, bien entendu, que cette page, longue page d'ailleurs, sera définitivement tournée? Je n'entends pas très bien la question, vraiment. C'est dommage. J'entends pas bien. Adama Diaw, vous m'entendez? Ça ne marche pas. C'est dommage. Je vous entends très, très faiblement. Très faiblement. Bon, messieurs les techniciens, on va régler ces aspects-là. Et il y a aussi le micro de monsieur Salifsi qu'il faudra revoir. Vous patientez. Juste un mot sur la CEMAC. Un mot. Oui. Pour dire qu'il y a des travaux techniques qui ont montré que, parce que dans les unions monétaires, souvent il y a l'asymétrie ou la symétrie par rapport au choc, qui montre que des pays de la CEMAC sont plus proches de certains pays de l'UEMOA que d'autres pays de l'UEMOA. Donc, si vous deviez faire une zone monétaire optimale, vous seriez appelé à reformuler les deux zones et peut-être à regrouper le Sénégal et le Niger avec le Tchad plutôt qu'avec le Nigeria, par exemple. Mais ça, c'est seulement théorique. Politiquement, ce n'est pas possible. Non, je voulais juste dire que les propos de M. Lom m'inquiètent et je pense qu'il conforte la suspicion de tous ceux qui pensent que cette réforme annoncée du CFA est en fait une entreprise qui cherche un peu à torpiller le processus qui était en cours. Vous dites qu'il y a toute une incertitude par rapport au Nigeria, par rapport aux autres pays. On ne sait pas exactement dans quel calendrier l'éco se mettre en place. Du coup, l'option, c'est de réformer la zone CFA et qui va enclencher avec l'euro, avec l'éco, en espérant que les autres pays aussi, il va favoriser l'accélération je pense de l'union monétaire de la CEDEAO. Il n'a jamais été question, de par ma compréhension, de par le processus qui était en cours, il n'a jamais été question de réformer d'abord le CFA et puis de faire du CFA un premier jalon qui va nous aider à aller vers l'éco. Le processus qui a été voulu, je pense, par les États, par la CEDEAO, et moi je reste toujours dans ce processus-là, c'est d'ensemble que les pays de la CEDEAO, dans le cadre du processus d'intégration économique, monétaire, mais aussi tous les autres aspects, arrivent à créer une monnaie commune qui va aider à consacrer cette intégration régionale-là. Moi, je pense, ça me fait revenir et ça me fait encore affirmer avec plus de force que c'est une entreprise on pourrait considérer cette réforme annoncée hier comme une entreprise consistant à couper l'herbe sous les pieds de tout du processus de mise en œuvre de l'économie. J'ose l'espérer. C'est une hypothèse, d'accord, on va voir, mais est-ce que cela a été annoncé tel quel? Est-ce que cela a été annoncé tel quel? Et est-ce que, en fait,
une démarche qui a été adoptée conjointement par tous les pays de la CEDEAO, disant que peut-être que oui, pour booster l'élan dans le processus de mise en œuvre de l'éco, commençons par la zone UEMOA qui est déjà une zone monétaire intégrée et tout, et puis cela permettra de pouvoir mettre en place un système qui permet de rallier les autres pays. Je ne sais pas on ne nous a pas, on ne nous a pas si j'ai le expliqué. temps de répondre. Oui, je voudrais rapidement. Oui. Vous savez, moi je connais bien la CEDEAO parce que j'ai eu à conduire des travaux pour les Nations Unies sur la CEDEAO. Donc j'ai visité tous les pays, j'ai visité toutes les institutions. L'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'Agence monétaire, la BCEAO. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que depuis toujours, la formule de l'intégration monétaire à géométrie variable a toujours été évoquée. Parce qu'on sait très bien que si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas attendre que tout le monde soit prêt. Il y a des critères de convergence. Les critères de convergence, c'est important, ce n'est pas le plus important. Pour moi, c'est plus la volonté politique d'avancer. Parce que vous pouvez avoir également le respect des critères de convergence de manière endogène, c'est-à-dire ex post. Ça a été démontré partout. Quand les pays se regroupent, au fil du temps, les écarts se réduisent. Donc aujourd'hui, les pays les plus à même de démarrer le processus, c'est les pays de l'UEMOA. Parce que ces pays, depuis la création de l'UEMOA, pas de l'UEMOA, mais de l'UEMOA, l'Union monétaire de l'Ouest africain, ont appris à travailler ensemble. Et ensuite, ils ont délégué à la Banque centrale leur souveraineté. Donc ces pays-là, aujourd'hui, n'ont aucun problème pour avancer. Et je vous dis que tout ce qui va être fait à partir de maintenant est déjà influencé par le processus CEDEAO. Parce que vous n'avez jamais entendu parler de flexibilité au sein de l'UEMOA. Aujourd'hui, ce n'est pas tabou. Je suis persuadé qu'avec cet écho qui est en train de se faire, même dans le cadre de l'UEMOA, il y aura peut-être cette réflexion sur un panier de devises, sur la flexibilité. C'est les éléments les plus importants. Moi, je préfère qu'on s'attarde à l'essentiel, mais pas, disons, à l'aspect annonce. Et non, gérer un État, je vous assure que ce qui est important, c'est le réel. C'est pas les annonces. Je ne sais plus quoi faire. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Il n'a pas parlé depuis un moment. Bien sûr, oui. Je pense qu'il y a des hypothèses ou des suspicions qui se justifient, qui sont légitimes. Absolument. Et donc, il faut les mettre sur la table et en discuter. Je pense que du point de vue de l'objectif stratégique d'avoir une monnaie de la CEDEAO, je pense que cet objectif-là, il reste. Et il y a une institution qui travaille depuis très longtemps et qui a eu à faire des hypothèses. Et parmi ces hypothèses-là, il y a celle-ci, qui était sur la table. Maintenant, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de comprendre que l'agenda de la CEDEAO a influencé l'agenda de l'UEMOA. Aujourd'hui, sans l'agenda de la CEDEAO, l'UEMOA n'aurait pas fait ses pas. Et toutes les questions qui ont été posées comme préalable par le Nigeria, par d'autres pays pour aller ensemble, notamment le décrochage par rapport à la France, et ainsi de suite. Toutes ces questions, ces problèmes sont en train d'être réglées. Donc, on est dans un processus. Et l'autre chose, je pense, qui est intéressant pour avoir été en Afrique centrale, discuter avec certaines personnes, et certains, même au niveau de vous avez parlé du CEMAC, il n'est pas exclu que certains pays du CEMAC décrochent du franc CFA, de la zone franc CFA, et demandent à rejoindre l'ECO. C'est une hypothèse qui est également sur la table. Donc, maintenant, rien n'est plus tabou comme avant. Et ça, c'est le pas le plus important au niveau psychologique. Et je pense que Moubarak parle en tant que représentant de l'État qui veut... Je parle en tant qu'économiste, mais aussi, je veux dire, dans le sens où il ne veut pas que les acteurs économiques anticipent et prennent des mesures qui soient économiquement négatives, comme il a dit. Oui. Je pense que ça se comprend. Mais dans l'analyse pure économique, moi, travaillant sur des questions de développement, notamment de sécurité alimentaire, etc., je sais que notre arrimage à l'euro nous pose des problèmes de compétitivité. Et que quelque part, la dévaluation a été une bonne chose pour, en tout cas, les ruraux. Vous êtes encore pour une dévaluation? Oui, je pense que c'est pas il faut le mettre sur la table. En termes de possible. Des produits précis qui ont bénéficié de la dévaluation. Non, tout ce qu'il y a eu pour faire mieux sur l'exportation. Je donne un exemple. Pour acheter des brouettes, aujourd'hui sur le marché, les brouettes importées d'Asie sont moins chères. Parce que le coût de l'argent asiatique est très faible par rapport au dollar.
Or, nous, pour faire le même produit avec les mêmes intrants qu'on achète en francs CFA arrimés à l'euro, nous sommes déjà, rien que la matière première est beaucoup plus chère. Donc, ce sont ces aspects-là, à mon avis, qui font qu'on doit réfléchir globalement dans l'économie en ne pensant pas seulement aux exportations, mais aussi en pensant à la substitution aux importations. Les modèles qui ont été développés à l'époque par l'ADRAO, qui est une instance quand même très sérieuse sur le riz, les économistes de l'ADRAO avaient montré à l'époque que notre riz était compétitif sur la seule base d'une variation, d'hypothèse de variation du taux du dollar par rapport au CFA à l'époque. Et donc on pouvait voir qu'à l'époque, les ministres comme Loum, etc., disaient que c'était trop cher de supporter, d'acheter le riz local par rapport aux importations, mais uniquement parce que à l'époque, le franc CFA était trop évalué par rapport au dollar, et puisqu'on importait du riz en dollars, effectivement, c'était beaucoup plus le riz asiatique, avec le coût de l'argent en Asie, le riz amené à Dakar était moins cher que le riz que vous prenez de la vallée pour l'amener à Dakar. Donc à partir de ce moment, je pense que, puisque les tabous sont en train de tomber, il faut faire tomber tous les tabous et remettre tout sur la table et comparer les avantages et inconvénients sur chaque secteur économique pour voir est-ce qu'on peut... J'ajoute juste que vous pouvez utiliser la protection également, ne pas utiliser la monnaie, mais utiliser l'arme fiscale ou douanière. Je voudrais dire très rapidement pour terminer. J'ai dit au début de notre discussion si je devais être optimiste, je dirais qu'il y a une avancée. Mais j'ai également énormément de raisons d'être pessimiste. Mais cette affaire-là, si on regarde les manigances de la France, ça peut être perçu comme une manipulation pure et simple. Et mieux, un affront contre le Ghana et le Nigeria. Et casser la dynamique d'intégration sous-régionale. Je crois que c'est des hypothèses sur lesquelles il faut travailler. Et je termine pour le reste, mais pour dire à Moubarak qu'il y a aussi les fausses lois de l'économie. Il n'est pas vrai que lorsqu'on se réunit, on va vers des convergences. Même dans les pays développés, il y a des centres et des périphéries. Et je cite les États-Unis, je cite l'Union européenne, si on considère la Grèce, le Portugal, etc. Merci. Pour terminer, question pour les nuls que nous sommes. On passe à l'éco. On sait que le CFA vaut aujourd'hui équivaut à 655,957. Oui, on coûte 655 CFA. Est-ce que ce sera la même chose avec lui? Oui, je vous garantis qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose. C'est un avantage ou un inconvénient? Ce n'est ni un avantage ni un inconvénient. Encore une fois, la monnaie, c'est une donnée. On doit considérer ça sur le moyen terme. Sur le court terme, vous pouvez faire usage du taux de change ou même de la monnaie. On ne peut pas la planche à billets, mais vous pouvez baisser le taux d'intérêt, etc. Mais sur le moyen terme, le plus important, c'est un peu ce que vous expliquez tout à l'heure, Ibrahima, c'est au niveau de l'offre productive, c'est de travailler à développer l'entrepreneuriat, améliorer le tissu productif, réduire nos coûts, améliorer la qualité. C'est ça le vrai débat. Donc, pour moi, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de maintenir le taux de change euro-écu, comme l'a été le taux de change euro-CFA. C'est ça qui permet de rassurer. Maintenant, dans le futur, on verra, mais pour l'instant, maintenons les choses telles quelles et renforçons la coopération entre les États de l'UEMOA et continuons les échanges avec les autres pays de la CEDEAO pour avancer ensemble. Petit sondage sur ce plateau, vous êtes optimiste par rapport à cette réforme annoncée? Déjà, on est d'accord que ce n'est pas une révolution? Non, mais je pense qu'on peut se réapproprier notre processus et lui imprimer notre timing et le contenu convoqué. Optimiste, oui, très optimiste puisqu'on a fait 80% du chemin. Je pense que ce qui reste est dans notre portée. Chérif Salifsi. Non, c'est le point, un peu. Moi, je pense que dans l'histoire de l'humanité, les avancées favorables au peuple, ça fonctionne par flux et reflux. Rien n'est gagné définitivement, rien n'est définitivement perdu. Voilà. Pour moi, la balle est dans notre camp.
c'est aux chefs d'État, aux peuples africains de prendre leurs responsabilités et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner cette réforme par des réformes internes. On n'a pas entendu la voix du président Macky Sall. Normal ou cela vous intrigue encore? Non, pas du tout. Il parlera. On aimerait bien l'entendre quand même. Oui. Une question essentielle. Bon, le président Macky Sall, donc, qu'on aimerait bien entendre, comme le disent ses invités sur le Alors, le président Macron, lui, quelques commentaires que nous avons triés avec l'aide de Babacar Ndaoufaï du site immédiat. C'est en entendant votre jeunesse que j'ai voulu engager cette réforme, signée Emmanuel Macron, s'adressant hier à son homologue ivoirien. La plus grande en tout cas, c'est une petite phrase sur Twitter, parce que nous sommes aussi un groupe de presse qui est hyper connecté sur les réseaux sociaux. La plus grande crainte avec l'éco est que les pays membres ne respectent pas les conditions budgétaires et fiscales pour maintenir la monnaie stable. La France reste garante, mais se réserve le droit de réintégrer le conseil d'administration de la BCE s'il y a des problèmes. Absatou, devrait vous le dire, le passage du franc CFA à l'éco ne changera pas l'existant et surtout ne permettra pas à nos États de contrôler leur politique monétaire. Les limites structurelles du CFA seront reconduites avec l'éco. Signé Cheikh Fatma Diop, analyste financier immédiat. Non, le franc CFA n'est pas mort. Macron et Ouattara se sont seulement débarrassés de ses atours les plus polémiques. Signé Momo Sambasila, le sénégalais, qui ajoute le cœur du système est bel et bien en place. Macron et Ouattara viennent de signer l'acte de décès du projet d'intégration monétaire entre les 15 pays de la CEDEAO. Je salue les réformes du système du franc CFA annoncées. Elles constituent une étape essentielle dans la modernisation d'accords de longue date entre l'UEMOA et la France, signé Christina Georgieva, directrice du FMI. Et enfin, Nathalie Yamb, activiste très bien connue, une tentative de kidnapping de l'éco pour le garder dans le format du franc CFA en faisant simplement un changement de dénomination. L'échéance qu'on donne est complètement utopique. Une monnaie, ce n'est pas du Monopoly. La monnaie, c'est un outil de souveraineté. Je pense que c'est une belle chute pour notre émission. Édition spéciale présentée par Maouri Brakan avec l'appui de Alassane Samba Diop, Khalifa Diakhaté, réalisation Abdoulaye Ndiaye et toute son équipe, d'amis également, et Seigne Saliou pour ITV Radio. Merci de nous avoir regardés ce soir. Excellente soirée. À très bientôt sur cette antenne.